Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo d'analyse de vos actions. Il y aura un petit peu moins de vidéos cette semaine par rapport aux semaines précédentes parce que je suis en train notamment de préparer le projet sur la nouvelle série sur mon nouveau compte PEA où je vais faire suivre de A à Z mes investissements en partant de zéro et l'objectif évidemment ça va être de créer un revenu passif. Premier objectif, 2000 € par mois. Vous pourrez suivre ça là dans les prochaines semaines. Je suis assez content de faire ça parce que là, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir me suivre de A à Z en partant de zéro. J'avais cette envie-là de repartir de zéro pour pouvoir vous faire partager tout ça. Et on commence avec Vallourec qu'on m'a pas mal demandé. Vallourec, c'est un leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits qui sont spécifiques et destinés à des applications industrielles. Donc c'est quand même un business qui est assez spécifique. Ça peut être un avantage dans le sens où ils sont pas très nombreux à faire ça, donc c'est quand même une niche. Mais un business qui reste quand même très spécifique, avec un chiffre d'affaires qui se répartit à hauteur de 91% pour la fabrication de tubes et à hauteur d'environ 5% de l'exploitation minière et forestière. En termes de répartition géographique, vous voyez qu'on a de l'Amérique du Nord quand même à hauteur de 40%, Amérique du Sud à quasiment 17%, 12% pour l'Europe. On a aussi un petit peu d'Asie. Globalement, on a quand même une belle répartition géographique pour Vallourec. Ensuite, si on regarde un petit peu en termes d'analyse fondamentale, on a une notation qui est honnêtement pas terrible, avec une profitabilité qui est de 3 sur 10. C'est notamment dû ici aux Years of Profitability. On va aller voir ça tout de suite. Et vous voyez qu'on a un net income qui est négatif, du moins qui a été négatif en 2014, en 2015, en 2016 aussi, 2017 aussi, 2018, bon, en gros, qui a été positif uniquement en 2021 sur les 5-6 dernières années. Et donc ça, effectivement, en termes de profitabilité, ça met un gros coup pour Vallourec. Après, si on regarde en termes de ROE, c'est plutôt pas mal, on est à 25, c'est au-dessus de ce qui se fait dans le secteur d'activité. Pareil pour les marges, et qui par rapport à l'historique sont supérieurs. Donc on a quand même une amélioration et des points positifs en termes de profitabilité. C'est pour ça qu'on n'est pas à zéro, je pense. Ensuite, en termes de santé financière, on a un 6 sur 10. Attention quand même au score d'Altman qui commence petit à petit à rentrer dans le rouge. Il va falloir surveiller ça. En gros, le score d'Altman, ça permet d'essayer d'identifier si une entreprise est proche de la faillite ou non. Donc là, c'est quand même moyen pour l'entreprise. Si on regarde un petit peu le cash to debt, c'est pas si catastrophique que ça parce que vous voyez qu'on a connu des situations avec une dette beaucoup plus importante, mais aussi un cash qui était plus important. Alors effectivement, on a réussi à beaucoup réduire la dette sur 2021-2022, mais on a aussi un cash qui est sur une tendance baissière actuellement. Et attention, cash is king, donc en période de crise, une entreprise qui n'arrive pas à faire de cash va forcément subir la crise. Ensuite, en termes de revenus, c'est moyen. On pourrait dire qu'on est à peu près stable sur les 10-12 dernières années. On va retourner voir un petit peu ce qui se passe en termes de warning. Vous voyez qu'on a un sévère warning, donc généralement on regarde quand même ça. Donc on a un revenu per share qui décline. En gros, c'est le revenu qui est alloué à chaque action, à chaque part finalement de la société. Et ça depuis 5 ans. Et attention aussi, on a un growth rank qui est de 2 sur 10, donc une notation en termes de croissance qui n'est pas élevée du tout. Donc, ça fait quand même quelques points négatifs pour l'entreprise, même si on voit qu'il peut y avoir une amélioration. Attention aussi, si on regarde en termes de GF value, donc en prenant en compte le potentiel, notamment en termes de revenus, de croissance de l'entreprise, on considère qu'actuellement, on est surévalué. Alors effectivement, si les perspectives venaient à s'améliorer, on aurait une courbe de la GF value
qui aurait une tendance haussière. Actuellement, on est plutôt sur une tendance qui est très légèrement baissière. Vous voyez, si je place mes pointiers ici, vous voyez que sur l'extrémité, on est plutôt sur une tendance baissière actuellement. Ça peut évoluer, mais à l'heure actuelle, avec les chiffres actuels, on est considéré comme étant surévalué. Si on regarde un petit peu en termes d'actu, donc on a eu effectivement des actus positifs en lien avec un partenariat dans l'hydrogène avec H2V. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui peut faire réagir le marché de façon positive, donc à la hausse, parce que Vallourec c'est quand même une entreprise polluante, donc voilà, elle fait de la soudure, elle travaille dans les métaux, et c'est vrai que le fait d'avoir un approvisionnement en énergie qui serait potentiellement lié à l'hydrogène, un hydrogène qui serait vert, ça peut être un point très positif, très encourageant pour la société, sachant que vous savez que les marchés sont assez réactifs vis-à-vis de tout ce qui s'agit du durable. Donc dès qu'on a une good news qui est liée au durable, qui est liée à l'écologie, généralement on a une action qui peut évoluer à la hausse. Après, globalement, Vallourec, c'est pas une société qui répond à mes critères d'investissement. Donc personnellement, ce serait pas une société sur laquelle j'irais spéculer, contrairement par exemple à Téléperformance, qui pour moi a réellement été malmenée en bourse, qui a vraiment atteint des niveaux de sous-évaluation et qui avait des fondamentaux qui sont excellents, qui sont toujours excellents. J'allais dire qui étaient excellents, mais non, qui sont toujours excellents. Là, pour Vallourec, on est quand même sur une situation très différente, un petit peu plus houleuse quand même, même si effectivement actuellement on a un PER de 7, donc on pourrait se dire, voire même un petit peu en dessous de 7, 6,78, donc on pourrait se dire qu'elle est sous-évaluée, mais vous voyez que si on regarde un petit peu plus en profondeur, c'est pas vraiment le cas. Bon, j'essaye de faire au mieux pour répondre à toutes vos demandes, il y en a quand même beaucoup, donc je vais essayer de faire ça petit à petit, quitte à peut-être rajouter une vidéo par semaine à ce sujet, parce que je vois quand même que ça vous intéresse pas mal. J'ai 2 pages complètes avec des demandes d'actions à analyser qui sont super variées, donc c'est super intéressant. Promis, je fais de mon mieux. Ensuite, on a Adyen. Adyen, c'est une société qui est liée à la technologie, qui offre une plateforme de paiement. En gros, vous voyez en termes de chiffre d'affaires, à hauteur de 92%, on a tout ce qui est règlement. Ensuite, processing, si je vous dis pas de bêtises, c'est le traitement. Donc certainement le traitement des données liées au paiement. Et puis après, on a d'autres services. Donc voilà, c'est un chiffre d'affaires qui est très 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 axé sur tout ce qui va être règlement, notamment via leur plateforme. En termes de répartition géographique, on a de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud aussi et un petit peu d'Asie. Donc une répartition géographique qui quand même globalement est assez intéressante. Et pour Adyen, on a une très 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 belle notation avec un 9 sur 10 en termes de profitabilité, un ROE de 24% quasiment, qui est d'ailleurs supérieur à ce qui se fait dans l'industrie, à ce qui se fait dans le secteur d'activité. En revanche, on surveillera quand même les marges qui sont supérieures à ce qu'on a pu connaître historiquement, contrairement au ROE, mais attention quand même par rapport au secteur d'activité, même si c'est pas non plus alarmant. On a un 10 sur 10 en termes de santé financière avec un score d'Altman qui est dans le vert, un cash to debt qui paraît très intéressant, on va aller regarder ça dans les graphiques et effectivement, je crois que j'ai jamais vu ça. On a un cash qui est exceptionnel par rapport à une dette qui est microscopique, qui est ridicule. Et donc ça, c'est des entreprises qui en période de crise vont faire le taf et vont résister mieux que les autres. On a un revenu qui a une très très belle croissance aussi. Donc une situation très intéressante pour Adyen. J'ai pas grand chose à dire, on va quand même aller voir les severe warnings. Oui, attention effectivement aux marges. Donc ce sera un point d'attention. Si on regarde un petit peu en termes de GF value, donc effectivement on paraît surévalué actuellement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement on a des marges qui ont quand même globalement diminué, ce qui a fait chuter le cours de l'action, mais ce qui a aussi fait chuter
la courbe de la GF Value. Il faut prendre en compte que la GF Value, elle prend en compte une globalité de données dont font partie les marges. Pas uniquement, il y a aussi le potentiel de croissance, potentiel de revenus, enfin il y a énormément de données qui sont prises en compte. Et c'est vrai qu'à un moment, on pouvait paraître sous-évalué en termes de GF Value, mais là, actuellement, on paraît quand même significativement surévalué. Donc attention, il va falloir surveiller l'évolution des marges, l'évolution du potentiel de croissance du business, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, avec les données qu'on a actuellement, on est surévalué en termes de GF Value. Ensuite, on va analyser Orpea. Alors, on m'a pas mal posé la question, donc je vais vous montrer comment on effectue une recherche sur GuruFocus, notamment pour les actions européennes. Là, je vais taper Orpea. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre la première action. Nous, on va prendre les actions où on a le diminutif XPAR pour Euronext Paris, PAR Paris. Par exemple, Adyen qu'on avait juste avant, c'était XAMS pour X Amsterdam. Voilà, je pense que, en tout cas, si vous voulez avoir la bonne action avec les bonnes données, il faut bien choisir les actions sur GuruFocus. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais voilà, si vous choisissez les bonnes abréviations, XPAR, XAMS, etc., eh ben, vous aurez les bonnes infos. Bon, concrètement, pour Orpea, pour moi, c'est un carton rouge. Je ne m'intéresse même pas à l'entreprise. On va quand même regarder, parce que je sais qu'il y en a qui ont envie de tenter le coup. Vous voyez déjà, premièrement, qu'on a un score d'Altman qui est dans le rouge. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a de fortes probabilités de faire faillite. On a un cash to debt qui est terriblement mauvais, comme vous le voyez. En rouge, on a la dette. En vert, on a le cash. En revanche, on avait jusqu'à maintenant un revenu qui était en augmentation. Et depuis 2022, on n'est plus profitable. On a un revenu qui est globalement en augmentation, mais attention, vous voyez qu'on a des net income qui sont négatifs. D'ailleurs, on va peut-être l'avoir dans les severe warnings. Bon, long term debt, effectivement, la dette à long terme, elle est extrême. On a aussi des investissements qui ne sont pas forcément rentables. Et après, vous voyez, Altman Score, on a aussi le Sloan Ratio. Donc, effectivement, qui nous indique qu'on a une pauvre qualité en termes de earnings. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de severe warning. Il n'y a même pas de notes à proprement parler sur GuruFocus. On a un ROE qui est négatif. On a des marges qui sont mauvaises. Autre chose à prendre en compte, on a un ROE, un Return on Equity qui est négatif, mais qui n'est pas négatif de 1 ou 2%. Vous voyez, c'est assez extrême. Alors effectivement, s'il n'y avait pas eu toutes ces polémiques, on serait actuellement dans une zone de sous-évaluation extrême, mais attention, là on est quand même sur un risque qui pour moi ne vaut pas la peine d'être pris. Donc c'est pas une action qui m'intéresse du tout et je vous conseille de faire attention sur ce dossier. Ensuite, on m'a demandé d'analyser LDC, le numéro 1 français de la production, du conditionnement et de la commercialisation de produits de volaille. Donc voilà, c'est une action que j'avais jamais analysée, une action que je connaissais pas. Vous voyez qu'en termes de répartition géographique, on fait effectivement de la volaille, c'est du conditionnement évidemment. Ensuite, on a des produits qui vont être liés aux traiteurs. Donc globalement, on est quand même sur un chiffre d'affaires avec une niche. On est très très orienté, on n'est pas trop diversifié concrètement. Mais pourquoi pas, c'est pas une obligation de toujours investir dans des entreprises qui sont très diversifiées. Là, on est sur un business spécifique, ça peut marcher, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, en termes de répartition géographique, on est à hauteur de 86% sur la France et 14% à l'international. On va aller voir si on la trouve sur GuruFocus. On va taper LDC. On va voir si on en a une sur XPAR. Là, il ne nous la montre pas. Je pense pas qu'on l'ait sur GuruFocus. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser directement via zone bourse. On n'aura juste pas la GF value, mais bon, ça, c'est pas forcément un problème.
On a donc un PER qui est aux alentours de 8, 9, ce qui n'est pas un PER qui est excessif. On a des marges qui sont globalement en augmentation, avec un revenu qui lui aussi est en augmentation. Donc, point positif ici pour la société. Si on regarde en termes de situation bilancielle, on a globalement une trésorerie qui est en augmentation. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, avec un ROE de 12,5. C'est un ROE qui peut paraître petit, mais par rapport au secteur d'activité, c'est convenable. Donc pour moi, c'est une entreprise qui a des bons fondamentaux, qui a des fondamentaux qui sont corrects, mais elle ne répond pas à tous mes critères d'investissement. Donc c'est pas une entreprise sur laquelle j'investirais. En revanche, elle a une situation qui est tout à fait convenable, elle est profitable, donc ça c'est une très bonne chose. Si on regarde un petit peu en termes d'analyse technique, c'est une entreprise qui a vécu plusieurs crises quand même, hein. Vous voyez que depuis 2018, on a une grosse tendance baissière, qui a subi un retournement, et actuellement, on rentre dans une nouvelle tendance haussière, on est rentré dans une nouvelle tendance haussière. Pour moi, actuellement, on est quand même sur des points hauts. Si je devais lui trouver un point d'entrée, ce serait plus autour du support en bleu juste ici. Donc voilà, si l'action devait revenir sur cette tendance, sur ce support haussier, pourquoi pas commencer à ouvrir une petite position sur cette société. Sachant que, comme je vous l'ai dit, personnellement, elle ne répond pas à tous mes critères d'investissement, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas profitable, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne performera pas en bourse, c'est juste que vis-à-vis de ma stratégie, elle coche pas toutes les... elle coche pas toutes les coches, hein, elle coche pas tous les critères. Ensuite, on a Engie. Alors, Engie, je vais pas trop m'avancer parce que je connais pas bien le dossier. Donc je vous laisserai quand même faire des recherches plus approfondies. Je vais vous faire l'analyse fondamentale, mais en revanche, j'ai pas toutes les clés. Donc je veux pas non plus... il faut quand même que vous fassiez vos recherches. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Engie, que ce soit au niveau national, au niveau international, au niveau de l'État. Donc il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Sachant que personnellement, lorsque l'État est impliqué, j'ai déjà une réticence vis-à-vis du fait d'investir sur l'action. En termes de profitabilité, déjà, il va falloir prendre en compte qu'il y a des augmentations qui sont prévues en termes de prix de l'énergie, notamment du prix de l'électricité. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Actuellement, on a une profitabilité qui est moyenne et qui est faible par rapport au secteur d'activité. Vous avez par exemple l'équivalent espagnol de Engie qui est beaucoup plus profitable à l'heure actuelle. Engie, ils ont des problèmes notamment en termes d'infrastructures, en termes d'entretien des infrastructures, en termes aussi de construction de nouvelles infrastructures, des projets qui prennent du temps. Quand ça prend du temps, c'est de plus en plus coûteux, etc., etc. Donc, on est moyen en termes de profitabilité et personnellement, gros carton rouge pour le ROE et pour les marges. Je me demande même pourquoi GuruFocus lui met un 6 sur 10. Personnellement, pour moi, on est plus sur un 4, 5 sur 10. En termes de santé financière, c'est moyen aussi. Attention au score d'Altman. Vous voyez qu'on pourrait être proche de la faillite. Après, il faut savoir qu'on est quand même soutenu par l'État. Donc, je pense qu'on esquive un petit peu ce risque-là. Mais tout de même, on a un potentiel de croissance qui peut être intéressant si il est bien géré. Et c'est le problème avec ce genre d'entreprise. Il faut faire attention. Il y a tellement d'enjeux finalement que je ne suis pas sûr que l'actionnaire soit toujours au centre des préoccupations. Je sais qu'on a un gros dividende sur l'entreprise, c'est pour ça d'ailleurs que certains s'intéressent beaucoup à la société. Ensuite, en termes de cash to debt, globalement, on est quand même plutôt en amélioration, avec un cash qui augmente et une dette qui est plutôt stable. Idem pour le revenu, on a une baisse, mais moyennement, on est plutôt sur un travail horizontal. Vous voyez qu'on revient proche de certains plus hauts. Ensuite, on a quand même 4 sévères warnings qu'on va aller regarder. Effectivement, il y a une dette. Il y a tout ce qui va être lié aux investissements qui ne sont pas forcément rentables. On a des marges qui diminuent et on a un score d'Altman qui est dans le rouge. Donc ça fait quand même beaucoup pour une action traditionnelle. On est quand même sur beaucoup de sévères warnings avec pas mal de risques. Alors effectivement, globalement, on serait sous-évalué. Je l'entends tout à fait.
Je pense qu'il y a quand même une méfiance vis-à-vis du dossier en bourse. Il y a un consensus, même si là, vous voyez qu'on repart quand même globalement sur une tendance plutôt haussière. On va aller regarder après en termes d'analyse technique. Mais je pense quand même qu'il y a des hésitations vis-à-vis du dossier. Bon, vous voyez déjà récemment, on est quand même repassé vendredi dernier sous notre moyenne mobile avec une forte baisse. Faudrait voir, il y a dû avoir une news un peu négative. Là, on avait quand même une belle petite reprise de tendance. Attention quand même, globalement, on reste sur une tendance baissière sur le dossier. Est-ce que l'entreprise va réussir à maintenir son dividende? C'est un petit peu un attrape investisseur, ça, hein, avoir un fort dividende, mais finalement une action qui est plutôt sur une tendance baissière, donc une valeur de l'action qui diminue. Globalement, je serais prudent. Bon, actuellement, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On pourrait très bien venir rebondir comme on l'avait fait là sur le support ici. Mais globalement, moi je suis plutôt prudent sur ce dossier. C'est pas un dossier que j'ai en portefeuille. Et pour l'instant, c'est pas un dossier qui m'intéresse. Ensuite, on a Mersen. Mersen, c'est un expert mondial dans tout ce qui va être spécialité électrique et matériaux en graphite. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils répondent aux demandes de leurs clients. Il y a souvent des demandes spécifiques et Mersen, ils ont cette capacité-là à répondre aux demandes de leurs clients. En termes de répartition du chiffre d'affaires, on a tout ce qui va être lié à du matériel un petit peu avancé, un petit peu spécifique, notamment des équipements anti-corrosion, hein, c'est là qu'on implique le graphite finalement. C'est d'ailleurs le numéro 1 mondial dans ce domaine-là. Et puis ensuite, on va à tout ce qui va être des accessoires pour les moteurs électriques industriels. Et après, des applications qui résistent à des hautes températures. Ça, globalement, c'est 56% de son chiffre d'affaires, vous voyez, Advanced Materials. Et ensuite, on a tout ce qui va être lié au courant électrique. Globalement, c'est un business qui, personnellement, me paraît intéressant parce que l'énergie, dans une économie, c'est quelque chose dont on aura toujours besoin. Et eux, ils proposent des solutions qui sont très spécifiques. Et donc, pour moi, ça me paraît assez intéressant. Globalement, on est quand même centré sur l'Amérique du Nord et l'Europe, mais on a aussi de l'Asie à hauteur de quasiment 30%. Globalement, en termes de dividendes, Mersen, c'est en dents de scie, concrètement. Donc pour moi, c'est pas un point positif. On a un payout ratio qui est tout à fait correct, de 36%. Attention, split en 2023. Donc pourquoi pas. Alors, je sais pas, je vois pas bien là de combien. Mais un split, ça peut toujours être intéressant, à voir si après ils maintiennent quand même un dividende ou pas. Mais les splits, ça peut être une bonne chose pour l'actionnaire si on a un dividende qui est maintenu par la suite. Après, globalement, ils ont maintenu leur dividende après les splits, voire même ils l'ont pas mal augmenté par la suite. Et ça reste toujours intéressant pour l'actionnaire parce qu'en fait, l'action elle est divisée. Du coup, vous allez toucher un dividende par nouvelle action. Donc c'est plutôt intéressant. On va aller ensuite regarder un peu sur GuruFocus. Donc, en termes de profitabilité, on est sur un 8 sur 10, avec un ROE de 11, ce qui peut paraître faible, mais ce qui est correct par rapport au secteur d'activité. On a des marges qui sont correctes aussi, en augmentation par rapport à ce qui se faisait historiquement, donc c'est une bonne chose. Une santé financière avec un 7 sur 10, un score d'Altman qui est correct, donc une entreprise qui n'est pas sur le point de faire faillite. On a un cash to debt qu'on va aller voir de suite. Donc un cash to debt qui est moyen pour ma part, avec une dette qui est quand même en forte augmentation, et un cash qui est à peu près moyen, le cash en vert, la dette en rouge. Globalement, un revenu qui est à peu près constant, en légère augmentation ces dernières années, donc pas grand chose à dire là-dessus. En termes de croissance, on est sur un 4 sur 10, ce qui n'est pas exceptionnel. On a un severe warning qu'on va aller voir là. En termes d'investissement, on n'a pas le retour qu'on pourrait espérer avoir pour l'instant. Donc c'est à prendre en compte. En termes de GF Value, on a une action qui est évaluée modestement, comme dirait GuruFocus. Effectivement, pendant le Covid, on a eu une très belle baisse. Là, actuellement, on est sur une évaluation qui est modeste. Pourquoi pas, on a une forte hausse là, donc il y a dû y avoir une news assez intéressante que j'ai pas suivie. On pourra aller voir ça après. Mais voilà, si jamais, en termes de GF Value, on considère que
on est légèrement sous-évalué pour l'instant. Et effectivement, pour Mersenne, on a eu de très bons résultats et des comptes qui sont très bien tenus. Donc c'est aussi ça qui pousse l'action vers le haut, comme on l'a vécu par exemple pour LVMH ces derniers jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. D'ailleurs, on a atteint les 5000 abonnés cette semaine. Je vous remercie, c'est grâce à vous et on va continuer comme ça.